y est, c'est l'heure. Roue libre est de retour, les amis. Wow, ça m'a tellement manqué pendant les vacances. J'avoue que j'étais peinard au en soleil. vacances. Le vélo m'a énormément manqué. Voilà, vous voyez, c'est rouge. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve pour Roue libre, vous retrouve pour la Vuelta. Bien évidemment, tout est rouge. Le décor, moi un petit peu, je dois l'avouer. Le nez, mais toi, c'est pas le à cause nez du est décor. un peu Hein. rouge. Un peu à cause du soleil. Polo, il s'en aussi. sort bien. Polo, il a un bon teint. Ah, je m'en sors toujours bien, moi. Tu verras. Je retourne Bien mais pas comme un bronzé. chat. Comme un chat. Je suis bien bronzé. Ah bah, regarde. À l'image. Moi ou quoi À l'image. Ah ouais, j'avoue. J'ai un ton un peu allé. Ouais, j'aime beaucoup. Comment ça va, Polo ? Tu as passé de bonnes vacances ? Ouais, j'ai passé de très bonnes vacances. Vacances dont tu as beaucoup fait partie. Hein, faut Exactement. le dire. Donc des petites vacances très sympas et surtout très heureux d'être de retour parce que c'est passé beaucoup de choses pendant ce mois d'août de vélo. Dont on va parler évidemment dans cette preview de la Vuelta. Comment ça va, mon Robin ? Ça va super. Moi, je prends un petit peu plus cher que Paul à l'image. On dirait vraiment que j'ai pris les coups de soleil ce week-end. Alors ça va, t'es dur. Hein, Non, t'es dur. Ouais, t'es dur avec Non, toi. non, il y a vraiment moi qui prends cher, mais C'est vous, ça va. Non, Bon, en plus, vous, j'étais ça va. vraiment à la plage, mais il se trouve que moi, je bronze pas. Donc, c'est complètement faux ce qu'on voit à l'image. Programme de cette preview pour le retour de Roue libre. Retour sur les premières étapes, parce que oui, on prend à partir de la 5e étape, mais il y a énormément à raconter, énormément à vous dire ce qui va se passer, les favoris, les étapes, tout ça. On va vous dire ce qui s'est passé dans les 4 premières étapes. Les favoris, les outsiders, Polo et Robin ont le même, mais ils ont des petits outsiders qui peuvent tout changer. On va faire un focus sur Pierre Latour, parce que c'est la seule chance française quasiment pour au classement général. Donc on va voir ce qu'on peut en espérer. Bonif sur les étapes clés. Il y a, voilà, c'est un parcours type Vuelta parfait, c'est-à-dire avec des cols de partout, des pourcentages monstrueux. On va déjà choisir 3 étapes et on va un peu détailler aussi le reste. Et on terminera bien évidemment, on reprend les bonnes habitudes avec un quiz. On commence donc cette émission avec, comme je l'ai dit au début, un petit récap de ce qui s'est passé dans ce début de Tour d'Espagne. C'est parti. On commence donc avec la première news. Et la première news, c'est les sprints. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, parce que les sprinteurs ont assez peu d'occasions sur ce Tour d'Espagne, mais ils en ont eu quelques-unes sur la première partie. Et Sam Bennett a enlevé 2 étapes. Polo, il a assumé. Non. Une étape, il y a 1-1, c'est vrai. Il a gagné une étape, Fabio Jacobsen en a gagné une. Il a commencé à assumer son statut et il y a voilà, un jeu entre les deux en tout cas. Ouais, mais c'est marrant que tu fasses la petite erreur parce que c'est vrai que s'il y avait eu, on se le disait tout à l'heure, s'il y avait eu 2 mètres de plus hier, Sam Bennett aurait eu 2 étapes, mais Fabio Jacobsen avait été parfaitement emmené par la De Koninck et par cette stratégie hyper intéressante d'envoyer Rémi Cavagna faire le kilomètre, mais faire les 6 km, on va dire, vu qu'il attaquait à 6 km. Du coup, ça a forcé les autres équipes à rouler. La Quick Step a pu rester tranquillement dans les roues, à pas faire le travail. Et du coup, voilà, Jacobsen était dans des conditions parfaites et il s'est pas raté, bravo à lui. Mais oui, tu me lançais sur Sam Bennett. J'ai complètement changé de sujet, mais j'ai envie de parler de celle d'hier. Sam Bennett, pour moi, est le meilleur sprinter de cette Vuelta. Il l'a montré sur cette étape d'avant-hier qui arrive au sprint. Mais surtout, voilà, ce que j'allais dire, on voit les stats cette saison, 12 victoires, 42 en carrière et surtout pas encore de contrat l'an prochain. Alors pourquoi, selon vous, il n'a pas encore de contrat ? Ça traîne avec Quick-Step, ça discute et ça traîne en fait. Et parce qu'Ilia Viviani donc, part chez Cofidis, donc Quick-Step cherche un remplaçant, ce qui est logique. Mais Patrick Lefebvre, j'ai l'impression qu'il a un peu de mal à sortir le portefeuille. Il s'est séparé de Viviani. L'année dernière, c'était Gaviria. Il y avait eu Kittel. Il y a eu Gilbert aussi qui est parti. Puis il a Hodge, il a Jacobsen. Voilà, et il veut diminuer la masse salariale de l'équipe de Koninck Quick-Step. D'un côté, il a fallu prolonger Alaphilippe avec probablement une grosse augmentation. Même si Alaphilippe aurait pu avoir mieux ailleurs, Quick-Step a dû faire un effort financier. Donc voilà, je pense que Patrick Lefebvre, il essaye d'avoir Bennett, mais le moins cher possible. Et peut-être que c'est une technique aussi d'inquiéter un peu Sam Bennett, parce que plus longtemps il va rester sans contrat, plus il va être tenté de baisser peut-être ses exigences. Après voilà, s'il gagne 4-5 étapes de la Vuelta, ça va être dur de lui dire de demander un petit salaire. Mais c'est aussi bien que Fabio Jacobsen pour Patrick Lefebvre, que Fabio Jacobsen ait gagné hier, parce que ça montre en quelque sorte, de toute façon en interne on a aussi des solutions pour prendre la relève d'Elia Viviani. Alors Jacobsen est encore jeune, il a 22 ans, 23 dans quelques jours, mais voilà, il a réussi à battre Sam Bennett sur cette étape de la Vuelta hier. Il est sûrement moins fort, mais il est mieux accompagné et ça va être le duel de cette Vuelta. Et je pense que le contrat avec Sam Bennett a peu de chances de signer avant la fin de la Vuelta et que Patrick Lefebvre se dit peut-être que voilà, si Jacobsen domine Bennett dans ses sprints, il pourra avoir Bennett à moindre coût. Il attend de voir Lefebvre. Ouais, et puis tu l'as très bien dit, en fait c'est un jeu de chaise musicale et dans ce jeu de
chaises musicales. Excusez-moi, on me fait rire en régie. Dans ce jeu de chaises musicales, Erwan, y a plus Erwan demande en régie si le feu vert a donné son feu vert. Donc, voilà, et du coup, pour ces chaises musicales, il n'y a plus beaucoup de place dans les grosses écuries pour un sprinter du talent de Sam Bennett qui va revendiquer une place de numéro 1. Et chez Quick-Step, c'est peut-être là où il y a la seule place. Et encore, il est challengé par des Hodge et surtout des Jacobsen. Après, c'est la place que tout le monde voudrait. Hein. Donc, même s'il doit faire quelques sacrifices pour l'avoir, on sait comment ça se passe chez Quick-Step. On a vu les taux de réussite de Kittel, de Gaviria, de Viviani ces dernières années, et que quand ils partent, c'est pas la même chose, ou avant d'arriver, c'est pas la même chose. Donc voilà, Bennett, il sait que s'il va chez Quick-Step, c'est la quinzaine de victoires assurées chaque saison. T'es en train d'insinuer, excuse-moi Joseph, mais on va couper après. Du coup, tu es en train d'insinuer que ce sera pas la même chose pour Viviani chez Cofidis l'an prochain. Je pense que ce sera un peu plus compliqué. On rappelle quand même le CV, quelques chiffres sur Sam Bennett. 28 ans, 41 victoires en pro, 21 en World Tour. Voilà, c'est quelques lignes qui montrent à quel point il peut être performant. Mais aussi, voilà, il n'a pas de contrat. Donc on va suivre ça avec attention. Deuxième news, c'est le contre-la-montre par équipe. C'était l'ouverture de cette Vuelta et c'est Astana qui a gagné, qui a permis à Miguel Ángel López de prendre ce maillot rouge devant De Soninck et la Sunweb. Visuel, Joseph. Ouais, bravo, Merci, Joseph. merci, c'est Bien très travaillé. gentil. Et la Jumbo Visma qui a perdu 40 secondes sur une chute. Polo, déjà, Astana, est-ce que toi, sois sincère, s'il te plaît, pour une fois dans ta vie, Polo, Non, c'est pas beau. C'est pas beau. est-ce que tu pensais sincèrement que Astana pouvait gagner ce contre-la-montre par équipe? Non, et même si la Jumbo a été retardée, je voyais d'autres équipes devant. Je voyais la Quick-Step devant. Je voyais même pourquoi pas la Sunweb. La Quick-Step aurait peut-être dû gagner, hein, parce qu'il y a la voiture de John. Ouais, ça s'est joué peu. Et ça, à 2 secondes, peut-être que sans comme ça, dit Jackie Durand, parce que je regardais Les Rois de la Pédale après cette étape Tu fais justement, et je fais bien parce que c'est une excellente émission. Ça s'est pas joué là. Je pense qu'ils n'ont pas perdu 2 secondes ici, mais oui, la Quick-Step, enfin la Deceuninck aurait peut-être dû gagner, mais oui, je voyais pas Astana à pareil fait. Ils ont une équipe très solide sur le papier, ça c'est sûr, avec des Fuglsang, des Aguirre, des Lopez. Je les voyais pas aussi bien rouler en fait. Je les voyais très forts chrono, dans le collectif et surtout en montagne, mais je les voyais pas aussi taillés pour le chrono. Oui, je suis très surpris. Toi, pareil, tu étais un peu surpris? Bien sûr, c'est une équipe qui est taillée, comme dit Polo, pour la montagne, pour faire le train pour son leader Lopez ou pour son leader Fuglsang, parce que c'est pas encore tout à fait très très clair. On verra ça peut-être dès cet après-midi, mais c'est vrai qu'on attendait d'autres équipes. Après, il y a eu tellement de poids pour certaines équipes dans ce contre-la-montre par équipe. Quand on voit ce qui est arrivé au Jumbo-Visma, c'est imprévisible. Voilà, tu fais ta reconnaissance, le parcours est comme il est. On en parle tout de suite. D'ailleurs, tu commences à l'aborder. On peut l'aborder. Jumbo-Visma envoie la photo avec Rochevijk et Roglic qui sont allés au sol. Voilà, c'était 40 secondes de perdu. C'est la pire manière de commencer un grand tour, évidemment, Robin. Bien sûr. Alors, dans leur malheur, le leader numéro 1 qui est Roglic n'est pas blessé parce qu'on voit que finalement 3 jours plus tard, on a Kruijswijk qui abandonne. Si ça avait été l'inverse, il l'aurait eu encore plus mauvaise. Finalement, on va dire que les meubles sont sauvés parce qu'ils perdent que 40 secondes et t'abandonnes pas sur le contre-la-montre inaugural. Mais ouais, c'est juste la poisse en fait. On peut pas reprocher à Jumbo-Visma d'avoir fait quelconque erreur. T'arrives, c'est mouillé dans le virage. Quand t'as fait la reconnaissance, c'était sec. Il y a aucune raison que cette fois-ci t'arrives pas à bloc. Surtout sur la route espagnole où dès que c'est mouillé, le revêtement est quand même beaucoup plus cata. De toute façon, c'est ce Tour d'Espagne. On sait que c'est beaucoup plus folklorique que sur le Giro, sur le Tour de France. Mais le revêtement est beaucoup plus cata dès qu'il est mouillé en Espagne. Et là, en plus, sur ce virage, là, juste avant la chute, t'as une espèce de bande blanche, bande que t'es à moitié obligé de prendre pour avoir la bonne trajectoire, surtout quand tu étais à l'arrivée où c'est quand même une période où le rythme est très 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 élevé. Là, cette bande blanche fait qu'il y a un coureur qui le prenne, l'un des 2 premiers du train qui le prend, et derrière c'est bowling quoi. Donc ouais, c'est dommage cette histoire de piscine gonflable qui explose et qui et qui inonde la route. Ouais, c'est couillon. Puis il y a la Jumbo, puis aussi la team Emirates quoi, qui a pris un énorme éclat. Pareil, jeu de quilles, ils sont tous tombés. Visiblement, notamment pour Arou, il a dit qu'il avait mal au genou, ça a l'air d'aller, mais pareil, ils ont pris 1,40 quoi de débours. Donc ils ont terminé avant-dernier. C'est ça, c'est terrible quand tu as la poisse quoi, parce que tu peux rien faire. Quand tu as des Pogacar, des Arou qui peuvent espérer un truc au classement général, d'être déjà aussi loin. Ils ont terminé à 4, ça a été assez compliqué pour le team Emirates. On va voir la photo, tu commençais à en parler tout à l'heure, de la voiture de la Jumbo-Visma qui a gêné la Deceuninck, qui est donc perdue pour 2 secondes seulement. Et Polo, je sais que tu avais un petit mot à dire sur l'organisation globale de ce contre-la-montre. Ah bon, ouais,
toute façon, tout a été dit. Je pense que si les gens ont les réseaux sociaux et que les gens regardaient les débriefs d'émissions, il y a beaucoup de choses qui allaient pas. Le contre-la-montre était vraiment étriqué, vraiment à l'espagnol, quoi. L'organisation était pas bonne. Comment tu peux laisser, même si le directeur de course là, de la Jumbo fait une erreur, comment des directeurs de course ne peuvent pas réagir tout de suite et leur dire tu avances, tu vas te garer plus loin, ton coureur, tu vas le dépanner 20 mètres derrière. En sortie de virage, on le sait, c'est dans le vélo, tu ne te places pas en sortie de virage, que ce soit en course en ligne et encore plus en contre-la-montre, pour dépanner un de tes coureurs, surtout sans visibilité aucune. Parce qu'on a bien vu, parce que là, on a la vision de la moto venait de l'arrière, et de l'arrière, du coup, on voyait très bien, avant de prendre le virage, qu'on n'avait aucun visuel sur cette voiture. C'est hyper dangereux. Et puis, de toute façon, cette histoire de piscine gonflable, je te dis, qui inonde la route pour les 3-4 dernières équipes qui passent, c'est catastrophique. Mais bon, c'est un peu à l'image de l'organisation de cette Vuelta, qui est quand même moins bonne que sur le Giro et sur le Tour de France, il faut le dire. On passe à Nairo Quintana qui est allé gagner la deuxième étape de cette Vuelta. Robin, est-ce que tu t'attendais à autant de panache de sa part? Non. Franchement, quand il a gagné, c'était surprenant déjà. Oui, très très surprenant. Alors, j'ai été impressionné et surpris de le voir prendre ses responsabilités aussitôt dans la course. Paul défend souvent Nairo Quintana en disant qu'il n'est pas l'attentiste qu'on a souvent décrit. Je suis assez d'accord avec Paul. Par contre, en début de Vuelta comme ça, c'est quand même assez inattendu. Nairo Quintana, quand il prend ses responsabilités, quand il fait preuve de panache, souvent c'est parce qu'il a été mis dos au mur. Là, en fait, il le fait dès le début. Dès la première explication, on n'attend même pas une explication entre favoris. Et dès la première étape où il y a un brin de possibilité, il le saisit. Il met le bazar parmi les favoris. Il prend de l'avance sur tout le monde au classement général, puisque devant lui, il n'y a plus que Nicolas Roche, qui n'est pas un favori, qui n'est pas un prétendant pour le classement général. Donc voilà, il a pris tout de suite la tête de ce groupe de leaders. Il a mis en difficulté notamment les Astana de Miguel Angel Lopez, qui avait gagné la veille le contre-la-montre. Franchement, c'est chapeau à Nairo Quintana qui tape du poing dès le premier week-end et qui montre, pour ceux qui avaient peut-être des doutes, et j'en faisais partie, qu'il va bien être là sur cette Vuelta. Erwan, est-ce que tu peux balancer, s'il te plaît, la déclaration de Nairo Quintana qui, après cette victoire, a donc dit qu'il n'avait jamais gagné de cette manière. C'est une grande première pour moi. C'est une victoire dont j'avais besoin. On a travaillé en harmonie dans cette étape avec Alejandro Valverde et l'équipe. Tout le monde a vraiment bien travaillé. Polo, est-ce que toi, tu notes un peu la même chose? Je note la même chose, et notamment le fait qu'il ait bossé bien et de manière très efficace avec Alejandro Valverde, qui a fait un super tempo dans la dernière difficulté. Bon, il a pris ses responsabilités, mais comme tu l'as dit aussi, Robin, il était un peu dos au mur, dans le sens où c'est pas lui qui déclenche l'attaque. Les attaques, on a vu Formolo imposer un rythme, on a vu Pierre Latour aussi attaquer. Après, c'est là que Alejandro Valverde a mis en route. Et est-ce qu'il a mis en route pour lui ou pour Quintana? Ça, c'est toujours la grande question chez Movistar. Le fait est qu'à la fin, Quintana gagne l'étape et que Valverde ait bien bossé pour lui. Du coup, le tableau noir, c'est parfait. Valverde, c'est grâce à Valverde, c'est Quintana a eu cette chance. Et puis aussi, il faut parler des Roglic et des Uran et des Haru, le groupe avec qui Quintana termine, le groupe que Quintana a réussi à piéger. Eux, par contre, ce sont les gros vainqueurs de cette étape, et surtout les grands hommes de cette étape. C'est eux qui ont fait le spectacle, notamment à Primoz Roglic, qui avait du temps à récupérer, et qui, lui, pour le coup, n'a pas hésité à attaquer. Et ils ont réussi à mettre. Ils sont piégés dans le final, mais c'est pas eux les perdants du jour. Ah non, ils sont piégés par Quintana, parce que ça se regarde un peu. Quintana veut jouer l'étape. Roglic, lui, devait rouler parce qu'il avait du temps à reprendre. Et puis surtout, voilà, cette faculté à avoir réussi à piéger Astana avec Izagirre et surtout un Miguel Angel Lopez qui ne savait plus où donner de la tête. On en parlera plus tard dans cette émission. Mais pour gagner un grand tour, ça ne suffit pas d'être le meilleur en montagne, en fait, c'est juste ça. Et on en parle Donc après. voilà, on a fait un beau tour de ce qui s'est passé en ce début de Vuelta. C'est l'heure, après une petite dizaine de minutes d'émission, de passer au débat, à savoir qui va gagner cette Vuelta. C'est parti. Pour démarrer ce débat, on va regarder le classement général. Bon, là, pour le moment, le maillot rouge est porté par Nicolas Roche de la Sunweb, qui avait fait un bon contre-la-montre par équipe, mais qui a aussi, Nicolas Roche, lui, été capable de suivre notamment les favoris dans l'étape où Quintana gagne. On le voit avec ce beau maillot rouge. On disait juste avant l'émission qu'il est toujours en forme pour la Vuelta, Nicolas Roche. Ouais, tout à fait. Il gagne des étapes. Il avait fait, je crois, 5e ou 6e du général une année. Il avait déjà porté le maillot rouge. Donc c'est sa course. Alors évidemment, comme d'habitude, avant un grand tour, je vous demande un peu en off qui sont vos favoris pour essayer de vous monter l'un contre l'autre. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Sur ce tour-là, je n'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que vous avez le même favori et c'est très compliqué d'en choisir un autre. Polo, est-ce que tu vas nous dévoiler le favori que vous avez en commun? Ouais, mon grand favori, c'est Primoz Roglic, et il était
c'était pas forcément mon énorme favori, ça l'était déjà au début, je vais pas mentir, mais j'avais quelques réserves avant cette Vuelta. Mais cette étape 2, déjà, le fait que je l'attendais un peu mieux quand même sur ce contre-la-montre par équipe. On le voit là, Là- il est déjà 6e du Et classement. c'est là où je me suis dit, Primoz Roglic, ça risque d'être quand même plus compliqué que prévu. Mais la deuxième étape, cette étape dont on vient de parler, je l'ai trouvé en forme, saignant sur une montée très, très espagnole en fait, où c'est très pentu, très court. C'est loin de l'arrivée. Il a su tirer son épingle du jeu, stratégiquement très bien géré, réussir à piéger les Astana. C'est le comportement, en tout cas, c'est la réussite qu'un potentiel vainqueur de Grand Tour doit avoir. Et j'ai l'impression que Primoz Roglic, qui n'a pas souffert de la chute, notamment comme son coéquipier Kruijswijk, a maintenant toutes les cartes en main pour être bon. Et puis on y viendra notamment plus tard quand on parlera des étapes. Ce contre-la-montre de 36 km au Tour de Pau risque de lui être très 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 favorable, notamment face à des adversaires qui ne mettent pas un pied devant l'autre en contre-la-montre. Donc, Il l'a dit pour ça après que cette pour moi, deuxième c'est mon étape. favori, en fait, c'est ce contre-la-montre un peu épouvantail à Pau, quoi. Il l'a dit sur cette deuxième étape, justement, où il a terminé 3e. Je suis très content de cette 3e place. C'est du gain de temps. Après le Giro, je n'ai pas couru en dehors du championnat national. Je ne savais pas à quoi ressemblerait ma forme. Cette étape est encourageante et donne. Encourageante, et oui, c'est le Sud qui m'a rendu comme ça. Encourageante et me donne confiance. Robin, il n'a pas du tout couru depuis le Giro, tout simplement. Non, il a fait un jour de course. Il a fait un jour de course. C'est quelque chose qui n'est pas impossible à faire parce que Quintana l'avait fait quand il a gagné sa Volta. Ouais. Froome l'avait fait. Est-ce que pour toi, Primoz c'est bien, Roglic a eu raison de complètement changer par rapport au Giro, sa préparation? Oui, pour moi, c'est bien qu'il ait fait une grosse coupure. Et dans cette idée-là, il va arriver beaucoup plus frais que tout le monde. Parce que Quintana, il a le Tour de France dans les pattes. Uran, pareil. Valverde, pareil. Et finalement, il n'y a que Miguel Angel Lopez qui est dans la même situation, avec la même fraîcheur que lui en sortant du Giro. Mais tous les autres candidats dont on parle, alors Kruijswijk n'est plus là, mais c'était la même chose pour lui. Pouls a déjà perdu du temps, mais c'était pareil. Je veux dire, tous les autres, en dehors de Lopez et Roglic, ont le Tour de France dans les jambes et ça pèse forcément face à des mecs qui n'ont fait que le Giro. Donc, en fait, si on calcule, entre la fin du Giro et le début de la Volta, il y a 12 semaines pour récupérer, pour donc décompresser, reprendre l'entraînement tranquillement et arriver en forme sur la Volta. Alors que les mecs qui sortent du Tour n'ont eu que 4 semaines. Même pas, parce que le temps d'arriver sur la Volta, on arrive en milieu de semaine sur la Volta pour les conférences de presse, etc. Donc 3 semaines et demie, ça n'a rien à voir en termes de préparation. Et ensuite, pour moi, Primoz Roglic, il y a tout qui va dans son sens pour cette Volta. D'abord, le fait que cette fraîcheur va jouer pour lui, le contre-la-montre, Paul en a parlé, et le fait aussi qu'il n'y ait pas un autre gars qui soit capable de rouler parmi les autres favoris. Il pourrait être opposé à, par exemple, sur le Tour de France, on avait Geraint Thomas, on avait l'année dernière Christopher Froome, Tom Dumoulin. Même si tu es très bon en chrono, tu en as d'autres qui vont l'être. Mais là, sur cette Volta, il est vraiment face à des purs grimpeurs. Donc le contre-la-montre va l'avantager énormément. Et ensuite, il a le côté revanchard, pour moi, de ce Giro, où il s'est trompé, où il s'est trop focalisé sur Vincenzo Nibali. Et voilà, il a fait des erreurs, il faut se trouer pour gagner ensuite. Je pense que Roglic fait partie de ceux qui apprennent vite et qui va corriger le tir, un peu comme l'avait fait Simon Yates l'année dernière, se planter sur le Giro et se rattraper sur la Volta. Sur Chronique du vélo, Robin nous avait dit que pour le Giro, notamment, l'une des forces de Primoz Roglic, c'était que Steven Kruijswijk ne soit pas là. Alors, Steven Kruijswijk a abandonné. Polo, est-ce que tu penses, sur cette Volta, que l'abandon de Steven Kruijswijk peut être une bonne chose? Indirectement, pas indirectement, je ne sais pas. Non, on l'a vu, Kruijswijk vraiment sourire aux lèvres. De toute façon, il est sur son nuage depuis son podium sur le. Il était un véritable équipier. Il était véritable coéquipier. Ça, je le pense vraiment. Mais il aurait pu aussi jouer sa carte personnelle. On m'avait dit au début de la Vuelta, moi j'ai mis Roglic et Kruijswijk 1 et 2. Ils auraient pu faire un peu à l'image de ce qu'ont fait Egan Bernal et Geraint Thomas. J'imaginais bien. Après, Kruijswijk a chuté. Ça n'aurait pas été simple à gérer. Ça n'aurait pas été simple à gérer. Kruijswijk fort. C'est pas simple. Mais je pense que Roglic aurait été plus. Je pense que les rôles étaient pour le coup étaient vraiment décidés. Imagine que Roglic faiblisse un petit peu, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Ce qui va être intéressant, c'est de suivre la forme de ceux qui ont participé au Tour de France pour savoir un peu comment Kruijswijk aurait évolué. On est dans un cas où de toute façon, oui, on parle si Roglic ne faiblit pas. Mais oui, si Roglic faiblit et que Kruijswijk est en forme, mais de toute façon la question se pose plus. Mais je pense que les deux auraient très bien cohabité. Mais si tu arrives à un niveau, je veux dire, à peu près équivalent entre les deux, et que tu te retrouves à devoir choisir et que c'est pas
évident, parce que Roglic n'est pas 2 jambes au-dessus de Kruijswijk. Pour moi, ça aurait pu être une épine dans le pied de Primoz Roglic. Ouais, Et Kruijswijk, il abandonne, mais il était à 2 minutes 19 au général. Roglic est à 35 secondes, donc il y a 1,30 d'écart entre les deux. Il suffit que Roglic prenne une bordure, que Roglic ait une chute, une crevaison au mauvais moment. Tu te retrouves avec les deux au général qui sont très proches. Comment tu choisis? Admettons que Kruijswijk rassure sur la première ou sur les 2 premières arrivées au sommet. Pour moi, c'est plus simple pour Roglic de ne pas avoir Kruijswijk. Oui, ça c'est sûr. Mais quoi qu'il arrive, si tu as un mec dans ton équipe qui est plus fort que toi, voire au même niveau, forcément, ça t'aide pas à gagner un grand tour. Mais sinon, tu fais comme Ineos, quoi. Tu choisis pas. Ouais. Tu choisis pas et c'est Mais le meilleur. tout le monde n'a pas la sérénité d'Ineos et Ineos, ils choisissent pas parce que leurs coureurs font 1 et 2. Mais si tes mecs ont le niveau pour faire 3 et 4, si tu veux aller gagner, il faudra qu'il y en ait un qui se sacrifie pour l'autre. Et s'ils veulent pas ou si tu leur demandes pas, bah, ça veut dire que tu vas rester sur le podium, au pied du podium. On le voit par exemple sur le Tour 2018 où ils font 4 et 5, Roglic et Kruijswijk. Alors à l'époque, c'était satisfaisant. Mais si sur la Vuelta cette année, en ne courant pas l'un pour l'autre, mais en courant chacun de leur côté, ils font 4 et 5, bah, c'est une grosse déception. Sur le Tour, en plus d'avoir fait 4 essais, ils avaient été catastrophiques, notamment tactiquement sur la dernière étape où Kruijswijk avait roulé sur Roglic en ramenant notamment Christopher Froome. Enfin, oui, c'est sûr. Mais cette année avec le podium de Kruijswijk sur le Tour et comment dire, la part belle à Roglic avec ce beau contre-la-montre. Tu crois pas que Kruijswijk aurait pu revendiquer plus en mode j'ai fait mon podium sur le Tour de France, faites-moi confiance. Roglic, lui, n'a pas fait ça. Je sais pas ce qu'il aurait revendiqué, mais moi je pense que quoi qu'il arrive, au niveau état de forme, Roglic aurait été plus fort. Et c'est pour ça. Après, moi, tu me dis ça. Moi, j'ai quand même mis Roglic et Kruijswijk en 1 et 2, donc je suis plutôt d'accord avec ce que tu avances. C'est que pour moi, les deux auraient été forts, donc quoi qu'il arrive. Primoz Roglic est donc ultra favori pour vous de cette Volta. En tout cas, favori, vous n'avez pas dit ultra, je ne vais pas vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. Le deuxième homme dont on parle, ce n'est pas un homme que vous avez forcément choisi. C'est un homme qui a été choisi par la grande majorité des suiveurs du Tour d'Espagne. C'est Miguel Ángel López. Et en revanche, sur cet homme-là, vous avez vos réserves, les gars. Polo. Ouais, moi j'y crois pas du tout et je pense que Robin est assez d'accord avec moi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour gagner un tour, il suffit pas d'être le meilleur en montagne. C'est 3 semaines un tour et c'est long. Et Miguel Ángel López, on sait que il peut prendre des tirs, notamment sur la Vuelta. Alors bien, il est capable. Je pense que des 3 dont on va parler, des Quintana, Roglic, c'est lui qui est capable de faire les plus beaux raids en montagne. Je pense à l'instant T. C'est quelqu'un de magnifique en montagne. On l'a vu sur le Giro, même battu, où il a réussi à bien relever la tête en 3e semaine. Mais j'y crois pas. Il y a ce contre-la-montre, il y a 3 semaines. On a vu, lui, son équipe. Et c'est ça qui était décevant aussi, c'est de voir son équipe Astana, qu'on pensait bâtie très fort, capable de garder un maillot rouge pendant longtemps, et qui a été mise en difficulté extrême sur une étape de semi-plat. Donc non, on aurait pu y croire après le contre-la-montre par équipe. Et encore, moi, j'y croyais toujours pas. Mais là, moi, j'y crois vraiment pas du tout pour le coup. Robin. On a vu la photo derrière toi, Joseph, de Miguel Ángel López en rouge. Je pense que c'est la seule fois de cette Volta où il aura droit de porter ce maillot-là. Voilà, c'est qu'il en ait bien profité parce qu'à mon avis, il va pas le retrouver. Je suis comme Paul, je suis trop sceptique sur Miguel Ángel López pour plusieurs choses. Alors déjà, on parle de ses raids en montagne. Oui, sur le papier, c'est un des meilleurs grimpeurs. Mais moi, Quintana, depuis 2-3 ans, je l'ai vu faire des raids en montagne sur des grands tours. Miguel Ángel López, j'ai pas vu encore. Hein. J'attends qu'il gagne une étape de montagne sur un grand tour, en partant de loin, en mettant tout le monde à l'amende. Pour l'instant, ça n'est pas arrivé. Quintana, il gagne en marge du classement général à chaque fois. Mais Quintana, quand il gagne son Giro ou quand il gagne sa Vuelta, il gagne aussi des grandes étapes de montagne. Donc, je veux dire, Quintana a toujours gagné des grandes étapes de montagne. Miguel Ángel López, c'est pas encore dans ses habitudes. Ensuite, il sort d'un Giro raté. Alors oui, il peut y avoir le côté je prends ma revanche. Mais moi, j'ai aussi vu la progression jusque-là a été linéaire de Miguel Ángel López. Et pour la première fois, il y a un accro. Jusque-là, c'était je décroche des podiums et je commence à penser à la victoire. Là, il a fait 7e du Tour d'Italie au mois de mai. Alors oui, il a eu de la malchance. Mais si on regarde le résultat, c'est surtout une régression par rapport à ce qu'il avait fait l'année d'avant et où il avait fait podium du Giro et de la Vuelta. Et ensuite, il y a toujours le fait que Lopez, il perd du temps dans la plaine, hors de la montagne. Oui, je ne pense pas que Roglic va lui prendre beaucoup de temps en montagne. Mais sauf que s'il prend 30 secondes, 40 secondes à chaque étape de vallon, ça va faire beaucoup trop. Et puis il y a le contre-la-montre dont on parlait tout à l'heure. Je ne l'imagine pas pouvoir perdre moins de 2 minutes sur Roglic. Donc ces 2 minutes-là, il va falloir m'expliquer où tu les reprends. Tu lui avais repris 40 secondes à Roglic sur le contre-la-montre du premier jour, c'était bien, mais tu les as saccagés le lendemain. Donc dis-moi maintenant où tu comptes reprendre 2 minutes. Et puis surtout, après je termine parce que c'est vrai qu'on est un peu long. C'est toi qui te mets en danger, Polo. C'est vrai.
Il y a un pari, voilà. Polo Non, non, devra faire un truc Non. si on fait plus Non. d'une heure. Donc, Polo, On n'en dira pas plus. Le truc, c'est qu'aussi, Miguel Ángel Lopez, qui est un formidable grimpeur, mais sur des montées longues, sur des montées en altitude, un peu Ouais. comme les Colombiens, comment il va réagir? On l'a déjà vu en difficulté sur des murs où il n'y a pas trop d'altitude, des murs où c'est très vite pentu, où c'est dur de récupérer un rythme. Je pense notamment à l'étape, je ne sais plus à quelle étape, où ils arrivent sur un espèce de mur avec des pentes à 25%, le nom m'échappe, ça ressemble à Muchachos. Oui, les Muchachos. Muchachos, ouais, tu vois, Muchachos. Muchachos, je vais pas dire de je vais pas Bon, dire on de y pense bêtises. tous, hein, on Je va vais pas pas bêtises. mentir. Je me souviens en 2017, il avait été plutôt pas mal sur cette montée, mais c'est des montées qui lui conviennent pas forcément à Miguel Ángel Lopez, donc faut vraiment surveiller ça aussi. Donc, Primoz Roglic, Miguel Ángel Lopez et le dernier homme dont on parle, on a commencé à en parler en première partie d'émission, c'est Nairo Quintana, parce que Nairo Quintana a gagné une étape, Robin, et Nairo Quintana se pose aujourd'hui deuxième du classement général, donc forcément très bien placé à la bord des grandes étapes de montagne de ce Tour d'Espagne. Ouais, c'est idéal pour lui. Movistar n'a pas à bosser pour défendre le maillot. Seulement 2 secondes derrière Nicolas Roche. Il est très content de laisser ce maillot à Nicolas Roche. Il y a des chances que ça change aujourd'hui. Mais donc je ne sais pas si Quintana récupérera le maillot, si peut-être ils laisseront partir une échappée devant. Faudra voir comment les équipes décident de jouer cette étape. Mais ce qui est sûr, c'est que Quintana, sur ses 5 premiers jours, il fait la course parfaite. Voilà, le chrono, c'est pas que de son fait. Donc Movistar perd un petit peu de temps sur les grosses équipes de rouleurs, mais c'était prévu. Et ensuite, il fait un super travail dimanche. Et je pense, oui, que c'est le principal concurrent de Primoz Roglic. À Roglic, désormais, de ne pas se concentrer uniquement sur lui. Il avait fait l'erreur en se concentrant uniquement sur Nibali sur le Giro. Mais voilà, Quintana, je pense qu'il veut offrir un beau cadeau de départ à Movistar parce qu'il est prévu qu'il quitte le navire cet hiver. Ce serait pas mal de gagner une deuxième Volta. On va voir comment il va terminer cette Vuelta aussi, lui qui sort du Tour, même s'il a déjà fait, il a plutôt l'habitude de ces enchaînements. Il vieillit, mine de rien. Et le fait d'enchaîner comme ça 2 grands tours d'affilée, parce que pour moi, c'est vraiment enchaîner 2 grands tours d'affilée, la question de la fraîcheur, notamment en 3e semaine, va se poser. Là, le voir en forme, mine de rien, en début de Vuelta, Après, il s'est peut-être pas étonnant. cramé non plus sur le Tour, vu qu'il n'était pas en bagarre pour le podium ou la victoire. Il a quand même fait beaucoup d'efforts. Donc c'est pas non plus un tour où on l'a pas vu, on l'a pas vu du tout. C'est reposé. Donc à voir. Mais c'est vrai que si je devais trouver un concurrent principal à Roglic, Quintana tient la première place, je pense. Après on verra. Encore une fois, j'attends de voir. Ça a monté beaucoup. Puis il y a ce contre-la-montre aussi. On sait que lui aussi il va prendre un tir. On verra. Moins que Lopez. On rappelle l'équipe avec laquelle Quintana est, la Movistar, qui est avec Alejandro Valverde, qui en ce moment est 12e au général à 50 secondes. Il y en a beaucoup qui voient Valverde aussi faire un beau Tour d'Espagne. Et puis après, ils sont déjà loin. Rojas est à 2 minutes. Soler a déjà pris un tir. Il est à 10 minutes déjà. Donc C'est normal. il ne sera pas. Ces mecs-là sont là pour bosser en montagne et pour Quintana et peut-être Valverde. Certains attendaient de voir Pous Soler, par exemple, qui n'a pas fait une grande saison cette année. Je Donc, pense qu'ils se doutaient qu'avec Valverde et Quintana, il n'aurait pas si grande tu place. l'envoies tout seul, à la limite, d'accord, mais si tu l'envoies avec deux leaders, même 3 au départ, parce que Carapaz était prévu, tu te doutes bien que Soler va pas jouer sa carte, quoi. Voilà pour les 3 favoris. On va passer aux outsiders. Alors, Polo, tu m'as parlé de Fabio Aru. Ouais, j'aime bien Fabio Aru et c'est pour ça que je suis vraiment dégoûté que son équipe soit mangé cette énorme chute sur le contre-la-montre par équipe, parce que il s'est fait opérer quoi? Il s'est fait opérer début avril. Il est revenu sur le Tour de France d'une manière très intéressante, moi je trouve. Je trouve que son Tour de France était vraiment intéressant, sans prépa, sans repère. Le voir, je crois qu'il fait 14e du général. Il fait 14e du général, il s'accroche en montagne, mais je trouve qu'il s'accrochait plutôt bien. Et là, finalement, dans cette logique de montée en puissance, lui, pour le coup, il a cherché à récupérer du rythme sur le Tour de France, parfois en prenant des tirs, mais jamais en se mettant trop dans le rouge, vraiment pour travailler, pour être prêt sur cette Volta. Je pense que l'objectif de Fabio Aru, c'était ça. Et j'ai l'impression qu'il est prêt, Fabio Aru. Quand je le vois répondre aux attaques hier, justement dans ce groupe d'échappés où on voit Nicolas Roche, on voit Oran, Roglic, et être avec les meilleurs là, c'est pas anodin. Et j'ai hâte de voir dès aujourd'hui comment sur de la plus haute montagne il va répondre. Mais les signaux sont très positifs pour Fabio Aru. On sait qu'il aime bien le Tour d'Espagne. Il l'a déjà remporté. On va voir comment il peut se débrouiller déjà dès aujourd'hui sur cette Volta. Et ton outsider à toi, Robin, c'est Alejandro Valverde que tu as mis carrément sur ton podium. Ouais, je pense que alors c'est un peu optimiste le podium, mais je veux y croire.
parce que Valverde, il connaît la Vuelta par cœur, il sait où il met les pieds. Il n'y a pas Carapaz, donc ça ouvre aussi des portes, parce que s'il y avait eu Carapaz et Quintana, ça aurait été difficile de répartir les rôles chez Movistar. C'est plus simple comme c'est là. Quintana et Valverde ont déjà réussi à monter ensemble sur le podium d'un grand tour, c'était sur le Tour de France en 2015. Et voilà, et Valverde, je le sens fort aussi, on l'a vu sur l'étape de dimanche. Paul, je pense que tu es d'accord avec moi, il était costaud. Il y a aussi la question de comment il aura récupéré son Tour de France, mais de toute façon, c'est pas un Valverde... problème ça pour lui. Voilà, et Valverde ne sait pas jouer un grand tour, se détacher du classement général. Ses directeurs sportifs en parlaient au moment du Tour de France, parce que c'était l'idée sur le Tour de mettre de côté le général et de jouer les étapes. Mais Valverde ne sait pas faire ça. Et naturellement, en plus, il est toujours bien placé dans le peloton. Donc quand il y a des cassures, il n'est pas pris dedans. Quand il y a des étapes avec des murs à l'arrivée, il est là. Et finalement, naturellement, il va se retrouver bien placé au général. Et après, une fois que tu es dans le top 10, tu n'as pas envie de tout envoyer en l'air. Et c'est un peu aussi ce qui est arrivé à Warren Barguil notamment. Donc Valverde a fait 9e du Tour et je pense qu'il va encore être là sur cette Vuelta. Rappelons-nous qu'il y a un an, il fait 5e à Madrid et rappelons-nous surtout qu'à 48 heures, à 48 heures de l'arrivée, il était encore 2e du classement général et qu'il perd son podium sur la dernière étape de montagne où Enric Mas fait un gros numéro. Mais à 48 heures de Madrid, il était encore 2e. Petit pêle-mêle des autres outsiders, Tadej Pogacar pour la Team Emirates, vous allez me dire ce que vous en pensez. Les coureurs de l'EF Drapac, parce qu'ils ont une énorme équipe, ils ont quasiment 3-4 coureurs qui peuvent faire top 10. Davide Formolo et Esteban Chavez. Polo, est-ce qu'il y a des noms là-dedans qui t'intéressent? Pogacar, j'attends de voir. J'étais déçu de ne pas le voir justement dans cet emballage là sur cette étape 2. D'ailleurs, on a longtemps pensé que c'était lui plutôt qu'Arou, notamment les commentateurs d'Eurosport. On va voir, il est encore jeune, encore tendre, je pense que pour jouer un rôle important sur un grand tour, voilà, je pense qu'il va prendre de l'expérience, il va bosser aux côtés d'Arou, il va laisser Arou prendre la pression si Arou commence à bien répondre en montagne, notamment dès aujourd'hui. Et puis voilà, il aura peut-être sûrement sa chance pour aller jouer une étape ou quoi. Je pense que c'est vraiment de l'apprentissage pour Pogacar, il n'a rien à perdre, tout à gagner. Donc on verra, et dès aujourd'hui, on aura la réponse de savoir s'il est en forme ou pas. Sachant que, comme je l'ai dit, sur cette deuxième étape, j'aurais bien aimé le voir au moins jouer les premiers rôles. Et du coup, toi, Robin, dans ces noms que j'ai cités, est-ce qu'il y en a qui, selon toi, peuvent faire podium? Faire podium, non, mais j'aimerais revoir Esteban Chavez à un très gros niveau parce que j'adore ce coureur. Et vraiment, on se rappelle de son année 2016 où il avait fait podium du Giro et de la Vuelta, où il avait gagné le Tour de Lombardie. Voilà, il a eu de gros soucis, de sacrées galères dans sa carrière. On se rappelle de son Tour de France en 2017 où il avait appris juste avant le départ le décès de sa kinésithérapeute, je crois, dont il était très proche et ça l'avait mis très mal. Ensuite, il a eu les problèmes de santé. Donc voilà, là, il revient à peu près correctement. On va voir ce qu'il fait sur cette Vuelta. J'ai l'impression que Mitchelton va rouler quand même pour Nieve. Mais Chavez, peut-être en marge du général. Voilà, j'espère le revoir un peu à la fête. Ouais, effectivement, parce que Michael Nieve, lui, est 3e du général, je sais quoi, ou 4e. Bon. Oui, en tout cas, il est, podium, oui, pas loin. ouais, voilà, il est parfaitement placé. 4e, ouais. Ouais, il est 4e, voilà. Donc il est bien placé, le coureur expérimenté, dira-t-on. Rigoberto Urán, lui, est bien placé aussi au général, le F Drapac. Ils ont tout simplement 5 coureurs en ce moment dans les premières places du général, parce que il y a Urán, Higuita, Carty, Van Garderen, Martinez. Beau squad quand même, Polo, pour F Drapac. Ouais, pas assez pour te convaincre. Si, Rigoberto Urán, on verra, mais j'ai l'impression qu'Higuita est très fort. Encore hier, on l'a vu aller chercher des bonifications. Moi, je me méfierais, ne serait-ce que si j'étais Rigoberto Urán, je me méfierais d'Higuita. Mais Urán a l'air aussi en forme, donc ça va être intéressant. Ils ont les armes pour faire la course et pour faire, notamment en montagne, on l'a dit, avec les Martinez, les Carty, les Van Garderen. Eux, pour le coup, ils ont les armes, il ne faut pas qu'ils se cachent, quoi. Ils ont les armes pour vraiment tout faire péter. Et Higuita, sans en dire de trop, un portrait sera à lire sur Chronique du Vélo. Oh là là, régalade. Dans la fin de semaine. Ça peut nous intéresser parce qu'il est arrivé cette année, on s'y attendait pas forcément. Voilà, on a fait un tour des favoris outsiders. Il y a aussi Davide Formolo qui est 9e, mais bon, il y a Rafa Maika aussi, donc on va peut-être attendre pour savoir si c'est le champion d'Italie. Je pense que la carte Maika sera plus jouée pour un Formolo qui a encore trop tendre en haute montagne. C'est effectivement ça. Bon, ce sera quand même un profil à suivre et on va évidemment le suivre. C'est terminé pour ce débat-là. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, qui vous voyez gagner cette Vuelta et qui vous voyez terminer sur le podium. On passe désormais au focus sur Pierre Latour. C'est parti.
Pierre Latour qui est actuellement 15e du classement général à 1 minute 10 de Nicolas Roche. Alors il n'est pas complètement largué après cette première semaine de Vuelta. C'est notre seule chance française au classement général de faire une belle place. La question désormais, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut en espérer de celui qui avait terminé meilleur jeune du Tour de France. Robin, est-ce que selon toi, il peut accrocher un top 5, un top 10 ? Top 5, non, j'y crois pas. Top 10, peut-être. Et j'ai envie de dire que s'il l'accroche, il sera dans la deuxième partie, oui, dans la deuxième partie du top 10. Mieux, j'ai du mal à y croire. On a évoqué les favoris, on vient de faire un tour assez complet. Est-ce que vous pensez que Pierre Latour est capable de tenir la route ces mecs-là en montagne ? Moi, je pense pas. En plus, sur certains, il a déjà du retard. Je veux dire, il a déjà 1 minute 10 de retard sur un mec comme Nairo Quintana. Donc, pour aller le chercher, il faudrait non seulement tenir sa roue, mais en plus lui reprendre du temps. Alors, Pierre Latour roule correctement, double champion de France du contre-la-montre, mais double champion de France aussi parce qu'il y a une concurrence assez faible en France en termes de chrono. Donc, il ne va pas gagner le contre-la-montre de Pau. Mais je pense que des outsiders, c'est peut-être le moins pire derrière Roglic, avec des Kelderman et des choses comme ça. Voilà. Il sera dans les meilleurs parmi les... Mais je suis content qu'on lui donne l'opportunité de jouer sa carte parce qu'il a très souvent été cantonné au rôle de lieutenant pour Romain Bardet. Là, il peut jouer sa chance pour lui. Il a eu des pépins physiques cette année. Il a zappé le Tour de France, donc il arrive finalement avec une certaine fraîcheur sur cette Vuelta. À lui de montrer parce qu'il sait ce qu'il joue sur cette Vuelta. Il joue le fait d'avoir droit à autre chose que d'être l'équipier de Romain Bardet. Top 10 pour toi aussi, Polo. Moi, j'y crois vraiment. Pareil, il a été très malin, très intelligent de tirer un trait sur le Tour de France. Je pense qu'on imagine que ça a dû être très dur pour lui, mine de rien, quand on sait le tour qu'il a fait l'année dernière, quand on sait les attentes qu'il y a autour de lui. On le rappelle quand même, Pierre-Roger Latour, qui devait faire le Tour de France comme équipier de Romain Bardet, mais qui a une préparation tronquée, il avait chuté, et il s'est dit, bon, je ne suis pas en forme, je n'y vais pas, et finalement, il a été enlevé du squad. Il avait chuté sur le Tour UAE, et puis il a mis beaucoup de temps pour revenir en forme, c'était vraiment une saison galère. Mais quand je vois son Tour de Pologne, quand je vois l'état de fraîcheur dans lequel il arrive, et quand je vois surtout cette deuxième étape où il est l'acteur presque principal, que c'est lui qui envoie ce résultat sur il a dit qu'il s'était fait mal en Pologne. Mais je pense qu'il a besoin aussi de se rassurer. Et si tu te fais mal, mais qu'en même temps tu vois que tu fais mal aux autres en même temps, je pense que niveau psychologique, tu marques des gros points. Et on l'a vu aussi sur cette deuxième étape où il a tenté des choses avec notamment Formolo. Il a l'air en forme et il a fait mal au mec derrière parce que si lui n'attaque pas, je suis pas sûr qu'il y ait une bagarre des favoris derrière parce que finalement la sélection, elle s'est faite un peu après ses attaques et de lui et de Formolo. Donc oui, Pierre Latour est fort, il l'était sur le Tour de Pologne, il arrive frais. Il risque de galérer un peu en montagne, notamment face aux grimpeurs dont on a parlé, du Higuita, du Uran, du Valverde, du Quintana, même du Roglic. Mais sur notamment des gens comme Lopez, comme Quintana, comme Higuita encore plus, lui, il va leur prendre du temps sur le contre-la-montre. Donc je pense que il y a des choses à faire sur cette Vuelta. Il n'y a pas non plus énormément de pression. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, à dire qu'il n'a pas la pression. Parce que s'il ne fait pas une grosse Vuelta, s'il ne fait pas au moins un top 10, on rangera au placard Pierre Latour et il fera lieutenant de Romain Bardet. Tu penses qu'on le rangera au placard alors qu'on n'a pas forcément de solution de rechange hormis Romain Bardet pour être leader sur un grand tour ? Mais tu vas faire quoi ? Tu vas envoyer Pierre Latour en leader sur un grand tour alors qu'il n'aura pas fait de top 10 et alors que Romain Bardet a fait... Que faire d'autre en fait ? Parce que tu n'as pas forcément de sprinter assez puissant à AG2R. Oui, mais pourtant, c'est bien la première fois qu'on envoie Pierre Latour en leader sur un grand tour. C'est bien que d'habitude, ça se passe très bien en envoyant d'autres coureurs. Donc... je sais pas, peut-être qu'il aura de nouveau une deuxième chance, même s'il venait à se rater, peut-être qu'il aura une autre chance sur une Vuelta, mais je veux dire, Romain Bardet va peut-être aller sur le Giro et peut-être enchaîner l'année prochaine Giro et Tour de France. Mais Pierre Latour, s'il n'a pas fait une très grosse Vuelta, il sera cantonné à un rôle de lieutenant sur ces courses-là pour Bardet. Et il y aura une logique à ça. Et après, surtout que Bardet a forcément besoin d'un corps aussi fort que lui en contre-la-montre, notamment s'il y a des contre-la-montre par équipe ou d'autres. Exactement. Alors on peut imaginer des recrutements chez AG2R. Si Pierre Latour se montre capable... On peut imaginer pour le moment, parce que les recrutements, c'est mercato français. Mais si Pierre Latour se montre un leader crédible, alors peut-être que AG2R décidera de recruter un autre lieutenant pour Romain Bardet pour détacher Pierre Latour. Mais pour l'instant, Pierre Latour a beaucoup à prouver. Il a fait un bon Tour de France l'année dernière, oui. Le maillot blanc qui ramène était une bonne nouvelle, mais il était aussi dû au fait que Egan Bernal ne s'était pas battu pour le général. Ensuite, voilà, pour moi, aujourd'hui, il joue beaucoup sur cette Vuelta, il joue gros.
Parce qu'il faut montrer qu'il est un leader crédible, justement. Et que si tu laisses passer une opportunité comme ça, tu n'es pas sûr qu'elle revienne. On a une déclaration de Pierre-Roger Latour qui dit qu'il va faire, lui, du mieux possible pour le général, qu'il va d'abord viser le général, puis si ça ne marche pas, il ira sur les victoires d'étape. Mais il sait que voilà, on sera vite fixé sur la Vuelta, on rentre vite dans le vif du sujet. J'aime bien la chaleur, donc l'Espagne, c'est idéal pour moi, a-t-il dit à France Télé Polo. Oh, il aime bien la Vuelta. Ouais, mais moi je suis pas inquiet pour Latour. Franchement, comme je l'ai dit encore, je le vois dans mon top 10. Pas facile, top 10 ric-rac, peut-être un top 10 à la Warren Barguil de ce dernier Tour de France, mais un beau top 10. Ce parcours lui convient. On sait qu'il aime les arrivées punchy sans trop d'altitude. Sur la Vuelta, il n'y a que ça. On se souvient de ce qu'il avait fait à Mur de Bretagne il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, sur le Tour de France, où il avait pris la 2e place derrière Dan Martin. Il aime ça, il aime rouler. Il y a un contre-la-montre de 36 bornes tout plat. Ses adversaires ne sont pas des très bons rouleurs. Il arrive en forme, encore une fois, il arrive en forme. Mais avec quand même peu de repères. Un bon Tour de Pologne. Il est en forme, mais il a quand même peu de repères. Il a couru le Tour d'Under cette année, 32e. Il a de la fraîcheur. Il l'a pas fini. Il a eu une bronchite. Mais c'est vrai qu'il a de la fraîcheur parce qu'il a terminé. Je pense qu'il s'est rassuré. Je pense qu'il s'est rassuré aussi sur ce Tour de Pologne et sur cette 2e étape où on le voit arriver là. Donc non, moi je crois beaucoup. Je pense que tous les voyants sont au vert pour l'instant pour un bon classement général de Pierre Latour. Et dites-nous évidemment dans les commentaires ce que peut viser Pierre Latour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Pierre Latour, Robin Polo? Non, Ça va. Moi je dis 9e. Ouais, moi ça me va, ça rentre dans mon contrat de top 10. Donc, Oui, moi je l'ai mis 8 je crois, mais j'avais mis aussi Pouls et Tao Gunnard devant lui. Donc, Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des Il y en a beaucoup abandons, il y aura qui des les ont mecs mis. qu'on n'attendait pas non plus. c'est ça. Donc ça va s'équilibrer. Je pense que le top 10 est largement réalisable. Tu commençais, Polo, à parler du contre-la-montre par équipe. Pourquoi? Parce qu'on Non, individuel. individuel, oui, parce qu'il a déjà eu lieu. On va commencer à parler de ce parcours. Quelles sont les étapes clés de la Vuelta 2019? C'est parti, on va parler de ça dans les bonifs. Ça arrive. J'adore ce genre de fondu enchaîné, type Coupe de la Ligue, les mardis soirs, De la Ligue sur sur France France Télévisions. Télé. Ah oui, Avec ça, Daniel j'adore. Leclerc. Ah, avec Daniel Leclerc, exactement. On voit d'abord ce parcours qu'on a entreaperçu. On va voir la carte d'Espagne. On va voir dans quel sens ils vont tourner. J'ai mis une petite flèche, Polo, parce que. Non mais t'as bien fait. Romain, t'as très Tu bien fait. modifies les visuels du Tour d'Espagne. Exactement, j'en rajoute parce que ce genre de sinon, c'est vrai petits que c'est pas vermicelles clair. comme ça qui sont posés sur la carte, on n'y comprend absolument rien. On est parti d'en bas à droite, première semaine en bas à droite, tout là-haut au nord, c'est la 2e semaine et voilà, au Tour de Madrid, c'est la 3e semaine avec une petite flèche dans, voilà, tout simplement. T'expliques bien. Hein. Exactement, C'est clair. beau, hein, C'est je- limpide. qu'on va reconvertir dans prof de géographie peut-être. Donc on a choisi 3 étapes clés pour expliquer ce parcours. Alors il y a des étapes monstrueuses, typiques de la Vuelta, mais la première étape dont on va commencer à parler, c'est la 9e étape. Robin, c'est toi qui l'as choisie. Est-ce que tu peux nous Ouais. la présenter, s'il te plaît? C'est l'étape andorrane, donc entre Andorre-la-Vieille et Cortals d'Ancan, j'espère que je prononce bien. 94,4 km, donc une étape assez courte, même vraiment courte, qui ressemble en fait à celle qu'on avait eue l'année dernière sur la Vuelta déjà, qui était la 20e étape, donc la veille de l'arrivée à Madrid, où j'en parlais tout à l'heure, Alejandro Valverde a perdu son podium, et il y avait un autre, et c'était aussi Steven Kruijswijk qui était aussi tombé du podium au profit de Enric Mas et Miguel Angel Lopez, donc il s'était passé beaucoup de choses, et l'étape ressemblait à la fois en termes de géographie, puisqu'on était dans la cité d'Andorre, mais en plus dans la principauté d'Andorre, mais en plus en termes de profil, ça ressemblait vraiment à ça, puisque on voit les cols au programme, le col d'Ordino, donc quasiment 9 km à 5%, il était au programme déjà l'année dernière, le col de la Galina, pardon, 12 km à 8%, 8,3%. On pareil. a le profil d'ailleurs, Arwan, si tu peux le balancer, le col de la Gaïna. Voilà, tu l'as commencé à le dire, 12 km à 8,3%. C'est costaud, On va voir ce genre de profil. Très, très irrégulier, voilà, avec c'est du violet, avec c'est des- pire que voilà. noir violet. moi, avec je trouve. des gros pourcentages, on voit 14% au pied sur plusieurs centaines de mètres, 13,5 un peu plus loin. Donc voilà, 8,3%, pardon, c'est une moyenne sur l'ascension, mais il y a vraiment des endroits où c'est beaucoup plus costaud. Et après, donc ça, c'est les 2 premiers cols de la journée. Et après, on a un enchaînement sur les 40 derniers kilomètres, il me semble, avec l'Alto de Comela, 4 km à 8,6%, l'Alto de Angola Sters, 4,8 km à 8%, et la montée finale, 5,7 km à 8,3%. C'est un espèce d'escalier, voilà, où Exactement, on plusieurs termine par étages. le Cortals dans le camp. Et il y a du pourcentage en fait toute la journée.
on voit les 8% de moyenne quasiment sur chaque montée, mais donc qui sont des montées juste, de la est-ce que Erwan, tu peux passer au profil juste après dont tu es en train de parler, Robin? C'est celui-là dont tu parles, Robin. Exactement. Donc encore une montée irrégulière qui démarre avec, voilà, on voit du 12% sur 1 km, je veux dire, c'est assez énorme. Le haut de la montée est un tout petit peu plus facile, mais il y aura eu tellement d'ascension et tellement de pourcentage depuis le début de la journée. Donc 5 cols regroupés en moins de 100 km. C'est une étape pour faire des dégâts, clairement. Alors elle arrivera en 9e étape. Veille de jour de repos. Exactement. Donc c'est malgré tout peut-être pas aussi déterminant que l'année dernière où elle était placée en dernière étape avant l'arrivée à Madrid, mais c'est un endroit où le général pour moi va commencer déjà à se dessiner, et le soir de cette étape on saura déjà qui sont les 2-3 prétendants à la victoire finale. On a donc parlé de l'étape à la veille du jour de repos. Polo, toi tu as choisi de parler de l'étape au lendemain du jour de repos. C'est la 10e étape et c'est le contre-la-montre individuel. Ouais, c'est le contre-la-montre. Et mine de rien, quand on regarde un peu cette émission et ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on n'arrête pas d'en parler de ce contre-la-montre. Donc forcément, elle se mue en étape clé logique, et voire même C'est la plat, plus grosse des étapes clés. Ouais, mais justement, oui, ça fait moins rêver qu'une étape de montagne, mais ça risque de faire autant, voire peut-être plus de dégâts, notamment pour les adversaires de Primoz Roglic. On se souvient, justement, on parle de Pau, le dernier contre-la-montre à Pau sur le Tour de France. Et ben mine de rien, même si Geraint Thomas était moins en forme qu'en 2018, et ben Geraint Thomas avait fait des écarts sur ses adversaires, sur un contre-la-montre qui était beaucoup moins plat que ça. Là, c'est tout plat et ça avantage tellement Primoz Roglic. Si en plus Primoz Roglic arrive en forme sur ce chrono, il va faire des écarts hallucinants, et c'est pour ça que moi j'ai choisi cette étape clé, parce que Primoz Roglic ne peut peut-être pas plier le tour, ça dépend de ce qui s'est passé notamment sur la 9e étape, c'est ce qui va se passer aujourd'hui aussi, mais dès cette 10e étape, si Primoz Roglic n'a pas perdu de temps en Andorre et qu'il arrive en forme, il peut plier la Vuelta. C'est pour ça que c'est une étape clé. 36 km/2 où c'est que du plat, ça l'avantage tellement, et je vois pas qui peut l'embêter au classement général. Un Kel Dorman sorti de derrière les fagots, un Pierre Latour. Enfin voilà, sur cette étape-là, je vois pas qui peut aller le chercher parmi les favoris, et qui peut aller l'embêter. Donc c'est pour ça que moi je la mets en étape clé. T'es d'accord, Romain? Bien sûr, j'avais noté quelque part le chrono du Giro cette année, donc qui était à peu près aussi long. Roglic a pris 1 minute à tous les favoris. Il n'y a que Campenarts qui concède moins d'1 minute à Roglic. Nibali à 1 minute et quelques, Carapaz à 2 minutes quasiment. Et c'était un chrono où il y avait la moitié qui était en côte. Donc là, imaginez, avec un chrono tout plat, comme dit Polo, voilà, il va être ultra avantagé, Primoz Roglic. Et je pense que, à moins qu'il y ait eu une énorme défaillance d'ici là, le soir de ce contre-la-montre, Roglic sera en rouge et il n'aura plus qu'à défendre ce maillot. Surtout, ce chrono arrive au bout de 10 jours. C'est pas un chrono de fin de tour où il est question de fraîcheur. Là, il sera question juste d'être un spécialiste du chrono. Et donc la dernière étape clé, alors entre cette 10e étape et la 20e étape dont on va parler, il y a tout un tas d'étapes avec des arrivées au sommet. Il y en a 6 ou 7. Il va se passer énormément de choses. Mais on s'est intéressé à celle qui va sans doute être la dernière chance pour certains, celle qui va permettre peut-être à certains de monter sur le podium, de gagner la Vuelta tout simplement. C'est la 20e étape, juste avant la dernière étape, qui est toujours une étape dédiée aux sprinters sur la Vuelta. C'est l'étape donc que j'ai choisi, enfin qu'on a choisi tous ensemble, avec cet enchaînement Polo de montée qui va être tout simplement infernal. Il n'y a pas de montée monstrueuse, hein, mais il y a des beaux pourcentages, et c'est surtout la fatigue accumulée qui fera sans doute la différence. Ah oui, énormément de dénivelé, énormément de kilomètres aussi. Ça aussi, c'est important. On parlait tout à l'heure de l'étape d'Andorre, qui est finalement une étape, j'allais dire de sprint, mais pas du tout. C'est pas un sprint, mais c'est une étape courte. Là, c'est une étape longue où ça fait que monter et descendre. Et après les 10 premiers kilomètres, il n'y a plus de plat. Non, mais c'est ça. Et puis, c'est veille d'arrivée, donc ça fait 3 semaines que tu es à la planche. Après, le Puerto, comment il s'appelle, Peña Negra. Puerto de Peña Negra. Peña Negra, c'est quand même assez roulant, mine de rien, même si comme ça il fait peur, il est quand même mine de rien assez roulant. L'arrivée non plus n'est pas. On a d'ailleurs le profil Polo du Puerto de Peña Negra, 14 km à 5,7%. Bon, pareil, c'est des moyennes, mais là, comme tu dis, c'est assez roulant. Et on a aussi le profil de l'ascension finale que tu vas pouvoir commenter. Et ouais, voilà, c'est ça. Du coup, c'est tout de suite un peu moins roulant. Mais je pense que les écarts ont été faits un peu avant. C'est en tout cas, ça ressemble à un profil très, très Flandrienne plus, où ça fait que monter, descendre, avec beaucoup de dénivelé. Il y a 5005 de dénivelé ouais, positif, voilà, je crois. Je n'avais pas le chiffre, mais j'aurais dit dépassé 5000. J'aurais dit à peu près ça. Et puis surtout, le fait que ce soit la dernière étape, au bout de 3 semaines, sur une étape
étape longue comme ça qui va être difficile, oui, je pense que ça peut faire de gros écarts si tant est que un des favoris a envie de mettre le feu aux poudres très tôt dans l'étape. Et à noter qu'on n'aura pas forcément de grandes ascensions mythiques de la Vuelta dans ces 3 semaines. On n'aura pas d'Angliru, on n'aura pas les lacs de Covadonga. Voilà, on n'aura pas les ascensions qui ont fait l'histoire de la Vuelta. On aura des murs, tu parlais des Los Muchachos tout à l'heure, on en aura d'autres. On va avoir du 30% certains jours, mais on n'aura pas de grandes montées mythiques de la Vuelta. Moi, je voulais rajouter Los Muchachos aussi, l'étape 13 du coup, dont on parlait tout à l'heure, qui risque de faire très mal. Je pense qu'il y a vraiment moyen de prendre un tir. Froome en avait pris un, il a quand même gagné le Tour en 2017. Froome en avait pris un. La deuxième semaine dans le nord de l'Espagne est monstrueuse. Ouais, il y avait de quoi, il y a de quoi prendre des tirs. Pas de gagner, tu gagneras pas si tu es en forme, tu gagneras pas la Vuelta, mais tu peux prendre un énorme tir si t'es pas en forme. Et c'est sans doute sur cette deuxième semaine que va se jouer le général d'ailleurs, puisque la troisième semaine est pas monstrueuse. Il y a que 2 grosses étapes de montagne en troisième semaine, et le principal, la majorité des difficultés sont finalement concentrées dans la deuxième semaine, ce qui est assez inhabituel pour un grand tour. Par contre, bon courage aux sprinteurs cette année qui sont sur le Tour d'Espagne. D'ailleurs, il y en a peu qui y sont allés. C'est peut-être sûrement, évidemment, Surtout pour ceux qui veulent gagner à Madrid. Il y a qui vont devoir s'accrocher. ça va être assez compliqué pour eux, mais si certains s'y tiennent, ils pourront gagner parce que la dernière étape leur est dédiée. Voilà, on a fait le tour de ce parcours et on va terminer comme roue libre, on a l'habitude, par un quiz. C'est parti. Voilà, le premier quiz de ce Tour d'Espagne, Polo contre Robin, bien évidemment. Polo qui va reprendre les bonnes habitudes, qui va nous fermer ce magnifique ordinateur. Triche pas ici. Exactement, on ne triche pas avec des quiz pour commencer les gars. Vous connaissez comme d'habitude, on balance une photo en barco. Exactement, on reprend quelques bonnes petites habitudes. Première photo, on peut y aller à Rouen. Thomas. Fraile. Polo là en premier. Omar Fraile, bravo. 1-0. Fraile, c'est le coureur de Paul, j'ai l'impression. Non. Si, t'en parles souvent, tu le places souvent dans des caisses. Attends, j'ai parlé d'Astana tout à l'heure, j'en ai même pas parlé. Ouais, il est sur ce Tour d'Espagne. Il fait quand même une moins bonne saison que la saison dernière. Ouais. Deuxième photo. Jacobsen. Garcia Cortina. Non. Il est Philipsen, pardon. Non. Colbrelli. Non, coureur qui fait les sprints cette année sur le Tour de France. Sur le Tour d'Espagne, pardon. Qui a fait des bonnes places. En allemand. J'en entendais pas. Baus. Phil Baus. Oui. Bravo Polo. 2-0 pour Polo. Il faut des bonnes enceintes d'hier. Je vais répéter toutes ces blagues parce que je vais expliquer pourquoi. Troisième qui est-ce? C'est qui Il est arrivé cette année chez Katusha Alpecin. Il a brillé sur la fin de saison dernière. Oui, donc il n'était pas chez Katusha. Il n'était pas chez Katusha. C'est un Européen. Attends, il est arrivé cette année. Pays frontalier de la France. Il est arrivé cette année chez Katusha, mais il a brillé la fin de saison dernière. Ouais, c'est ça. C'est un Italien. On entend assez peu parler de cette saison. Si, Battaglin. Enrico Battagli, Tolo. Il s'est chauffé pendant les vacances. J'étais en vacances avec lui, je peux te dire qu'il y a des livres de cyclisme. On ne pouvait plus lui parler. Il ne parlait que des quiz contre Robin. 3-0 pour Polo. Dernière photo, c'est pas le visage qui est caché. C'est le nom sur le côté. De la Cruz. Puccio. Salvatore Puccio, Polo. Non, là, j'avoue que j'ai vu une photo de lui avec Formolo ce matin sur Instagram. Du coup, j'ai un petit. Et qui est en ce moment le meilleur Ineos. C'est vrai. Au classement général. Devant De la Cruz. Avec De la Cruz, même temps. Voilà. D'accord. Ineos qui a misé sur ce jeune coureur. Voilà. Et on a mis le visage parce que bon. C'est pas forcément le coureur qu'on connaît le plus. Et si tu l'avais pas mis, j'étais battu parce que je t'ai dit, j'ai eu sa tête ce matin. Je suis content. Pour une fois que les choses vont à mon sens. Voilà, ça fait 4-0 donc. Ça fait 4-0. Il reste 3 questionnettes. Ça va vite dans ce quiz. 4-0, il reste 3 questionnettes. Première question, on va la voir apparaître en barco. Thomas et Erwan, vous pouvez y aller. Combien de Vuelta a remporté Roberto Heras? De Vuelta? Et on n'a pas d'ardoise là. On fait avec les doigts, c'est ça? C'est le recordman. Ouais. Alors, du coup... Moi, je dis, on y va quand? Bah, Polo, t'as un nombre? Tu vas faire le chiffre avec ta main. J'ai un doute avec l'histoire de dopage. Ouais, il n'a pas été 5. pris. Moi, je dis 4. Moi. 4, c'est 5. Ça fait donc 4-1. Voilà, le 5 qui s'affiche. 4-1 pour Polo qui garde quand même une belle avance.
Deuxième Oh là là. questionnette, combien de victoires d'étape pour Delio Rodriguez, recordman? Donc Bon. vous faites 1, 2 ou 3. Voilà, Ah on ouais, n'a pas les c'est au ardoises, on hasard, aurait hein. dû prévoir, mais on va reprendre les bonnes habitudes. Je te laisse choisir en premier, Paul, je prendrai autre chose. Non mais vous faites, non, mais vous faites avec les mains les gars, ça ira très Ouais, bien. vas-y. Si vous pensez que c'est le premier Allez, chiffre, vas-y. deuxième chiffre ou Ok, troisième ok, chiffre. ok. 3, 2, 1. 2, allez. Ah, c'est bien, moi je peux pas. Même si Ouais, voilà. c'est faux. Bravo les gars, c'est 36 Ah, mais on le Delio savait. Rodriguez. Putain, On savait. on aurait pas dû dire qu'on savait pas, on serait pas pour des vrais spécialistes. Pour des mecs qui Exactement. connaissent le vélo un peu, quoi. Delio Rodriguez qui a donc gagné 36 étapes, c'est le recordman du Tour d'Espagne. Dernière question, ça fait donc 5-2. Ah, 5-2, ok. 5-2, ce qui fait donc que la dernière question, comme d'habitude, Vaut Polo vaut 4. Mais j'ai aucun moyen de me rattraper, c'est pas un truc genre si Polo a bon, je suis cuit. Bah ouais, mais si Polo a Alors bon, tu c'est choisis bon. quoi là, Robin? Tu dois- Ouais. Dernière question. Ok. Quel âge avait Chris Horner au moment de sa victoire en 2013? Premier chiffre, deuxième chiffre, troisième Ok. chiffre. Vous faites les Ça marche, petits ça marche. chiffres Ouais. avec les mains. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1. Ah, putain. Ouais, bah, 41 ans, Polo Je le gagne savais. le premier Ouais. quiz du, Ça m'a rendu grossier. du Tour d'Espagne. Et c'est Rey des roues libres. Ah, je l'ai pas volé celle-là. Hein. Non, franchement, oui, c'est vrai que Tu étais bien parti. si on est un peu honnête, c'est mérité. Est-ce que t'es un peu honnête? alors Ça m'arrive. Ah, je suis content, tiens, l'année reprend bien. Ah oui, ça donne toujours un grand sourire à Polo parce que quand il perd les quiz en général après l'émission. Bon, Robin non plus, hein, on va le dire Je sais qu'il clairement. doit pas être très, très souvent content du coup. Bon, je crois qu'on est sur du 58-30 d'émission. Polo, on peut prendre notre temps. On va un peu. terminer. On va- tranquillement. Allez, Tu on t'en va sors bien. terminer et on se retrouvera bien évidemment Bien calibré, la ces semaine émissions. prochaine. La semaine prochaine, il y aura déjà beaucoup de choses à dire. On se rejoint mardi. Du coup, mardi, on sera à quel C'est état? jour de repos mardi. C'est Je jour de crois, il me repos. semble. Parce qu'il me semble qu'ils ont fait les jours de repos le mardi cette année sur la Vuelta. Bon, en tout cas, on sera là. Très bien, du coup, on on sera pourra discuter de l'étape de la veille qui aurait été très intéressante et se projeter sur le contre-la-montre. Et avec de nouveaux débats enflammés sur la Vuelta qui nous a déjà donné pas mal de spectacles. On se retrouve la semaine prochaine. On est déjà impatients. Ciao les rouleurs. Salut les gars, Salut. bisous bisous.